Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler du Money in the Bank qui était plutôt... c'est compliqué parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées et des moments où je me suis dit putain je me fais vraiment chier. Donc c'est un show que j'ai trouvé on va dire moyen. J'ai quand même mis plutôt des bonnes notes sur pas mal de matchs, mais dans la globalité, je me suis quand même un peu ennuyé. En plus, pour un show qui commence à 21 h, donc en soi, on est encore en pleine forme. Je me suis dit, c'est vraiment que le show est pas si bon que ça. Voilà, surtout les Money in the Bank, j'ai trouvé que c'était plus des matchs à spot. Alors, forcément, ce sont des matchs à spot, comme c'est, il y a des échelles et tout, mais je trouvais que c'était il y avait peu de choses à raconter, quoi. T'avais l'impression que chacun faisait ses enchaînements, et puis bon, voilà, quoi, et on passait à autre chose. Bref, euh, on va commencer à chroniquer le show, et puis on reviendra un peu point par point. Donc le premier match, c'était Butch contre Shinsuke Nakamura, contre Santos Escobar, contre Damian Priest, contre Ricochet, contre LA Knight, contre Logan Paul, pour le Money in the Bank masculin. Ah oui, petite chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai récupéré l'audio en anglais. Alors je sais pas pourquoi à, à- à NXT Gold Rush 2 j'avais que les trucs en espagnol, j'ai pas compris pourquoi. En tout cas là j'ai récupéré les trucs en anglais donc ça fait plaisir parce que suivre un show de catch en espagnol quand ça fait presque 10 ans que t'as pas refait d'espagnol c'est compliqué. Bon, dans le match c'était plutôt sympa. On a tout le monde qui commence à s'en prendre à Logan Paul, en même temps c'est normal, c'est le seul, on va dire, non-catcheur de base, hein, le mec qui à la base est une star d'internet avant d'être catcheur. Après, les autres, je connais pas non plus entièrement leur parcours, mais il y en a qui ont quand même une bonne carrière de catcheur derrière eux. On a Butch qui va nous sortir deux trois tables, puis il va fracasser deux trois gars avec une sorte de batte pour les jouer au cricket, une connerie comme ça. Logan Paul tente de commander Damien Priest, ça c'était plutôt marrant. Parce qu'au début, Damien Priest il va suivre les ordres, et puis d'un moment il va en avoir marre, il va choper Logan Paul, il va le frapper au niveau juste en dessous de la gorge, et puis le balancer dans un coin du stade, c'était marrant, c'était marrant. Euh, on a cette image impressionnante que la WWE a partagée sur Instagram de Logan Paul qui, depuis le tablier, se jette en frog splash sur Damien Priest qui était allongé sur une échelle. Franchement, sur ce moment-là, je me demande si euh, l'échelle elle devait casser ou pas. Parce que franchement, de la façon dont il s'est jeté Logan Paul, il a dû se faire vachement mal. Damien Priest aussi. Parce que quand l'échelle elle tombe, encore ça va, ça amortit un peu le choc et tout. Mais là, le choc était assez violent. Logan Paul, quand il a tapé sur Damien Priest, il s'est tout de suite retrouvé à la renverse au sol. Ça a dû. Je sais pas si c'était vraiment prévu comme ça, mais en tout cas, c'était cool et en même temps hyper violent à voir. Du coup, on a Shinsuke Nakamura qui va placer Ricochet sur une autre échelle avant de le tirer vers le sol en passant en dessous. Ce move était vraiment très cool. Euh, Parce que vraiment, c'est vraiment en glissant sous l'échelle qui tire son adversaire par le dos, qui chute à la renverse. C'était sympa. On a Butch qui va également faire un étranglement à Escobar sur le haut de l'échelle, qui va tout de suite redescendre pour s'allonger sur l'échelle parce qu'il a plus de force. Et on a Ricochet qui va envoyer un 450 splash. Et là, pareil, je me suis demandé est-ce que l'échelle devait casser ou pas. Parce que pareil, il se prend le 450 splash et puis il s'écroule un peu par terre. Escobar il tombe de l'échelle. Bon, parce que c'est quand même celui qui prend le plus étant allongé sur Butch, mais ouais, je me suis demandé si des échelles étaient censées casser ou pas. Parce que même dans le Money Bank féminin, il y a certains spots qui avaient l'air assez violents parce que les échelles restaient bien en place. Euh, du coup, on a également Butch qui vient de faire un moonsault d'une échelle sur les autres qui étaient à l'extérieur du ring. Ça c'était inutile mais cool à regarder. Parce qu'en vrai, quand t'as tout le monde qui est en train de se battre à l'extérieur du ring, en soi tu te dis, bah allez vas-y, je suis tout seul dans le ring, j'essaye d'en profiter. Enfin, bon, Butch était également dehors, mais il aurait pu dire allez hop, je fonce vite fait dans le ring, j'essaye d'aller au plus vite pour attaquer euh,
la mallette. Surtout qu'il aurait eu le temps, puisque les gens ils sont tous battus jusqu'à ce qu'il fasse son moonsault. Ce qui est logique parce que c'est pour le réceptionner correctement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des moves comme ça qui me dérangent un peu dans le Money in the Bank. Parce que tu te dis, ok, c'est très cool à regarder, mais ça n'a aucun sens. Que le mec il monte une échelle à l'extérieur du ring pour faire un moonsault, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est Io Shirai, elle va nous faire pareil, enfin Io Sky va nous faire pareil au Money in the Bank féminin. C'est qu'à un moment, elle est décalée de la mallette, elle peut pas l'attraper, mais elle est quand même contente. C'est comme, ouais, de toute façon, c'est bon, là, je vais juste faire un moonsault à l'extérieur du ring, ça va être cool. Je me suis dit, ok, bon. C'est très cool à regarder, mais en même temps c'est inutile. Bon, pour Yosuke c'était un peu plus logique, comme de toute façon tout le monde était dans le ring, autant en profiter. Mais pour Butch, tu voilà, c'est cool, mais voilà. Surtout que les problèmes en plus que j'ai trouvé, c'est que les deux Money in the Bank se ressemblaient beaucoup. Il y a beaucoup de spots, de placements d'échelle qui se ressemblent beaucoup entre les deux Money in the Bank. Ça c'est un peu décevant. Parce que ouais, ils ont pas cherché à faire deux trucs très différents, les deux sont assez proches sur pas mal de spots. Donc c'est un peu dommage, notamment ce spot du moonsault, voilà, on a exactement le même, un qui te fait à l'extérieur du ring, l'autre dans le ring, mais c'est exactement le même quoi. Bref, on a Logan Paul et Ricochet qui font tomber une échelle sur laquelle étaient Nakamura et Escobar. Ensuite on a LA Knight qui va faire tomber celle de Logan Paul et Ricochet, sauf que les deux vont réussir à ralentir la chute sur les cordes. Et quand ils sont sur les cordes, alors là, Ricochet va réussir à placer une sorte de Spanish Fly sur les tables extérieures du ring, mais elle est trop mal exécutée cette prise, franchement. Ils ont eu de la chance de pas se faire mal parce que l'atterrissage sur les tables il est vraiment catastrophique. On comprend, c'est Logan Paul, c'est Ricochet, ils savent faire des trucs de fou, mais là, déjà on les a vus qui galéraient à se placer au niveau des cordes avec l'échelle et tout, ils ont vraiment galéré. Ensuite le saut il était pas beau du tout, l'atterrissage était pas ouf. Donc franchement, je pense que des fois, certains catcheurs feraient mieux d'éviter de prendre des risques et faire attention à leur santé parce que là, ils auraient vraiment pu se blesser, se faire hyper mal pour une prise qui certes est magnifique, genre un Spanish Fly comme ça dans les tables, ça aurait été magnifique. Mais ils auraient dû le faire depuis le tablier et pas depuis les cordes parce que c'était beaucoup trop dangereux et on l'a vu que la prise n'était pas hyper bien exécutée. Même si on peut quand même comprendre que la façon qu'ils voulaient l'exécuter, c'est pas non plus hyper simple quoi. Ensuite, on a Damien Priest qui va envoyer Butch du haut d'une échelle à travers une autre. Pareil, le spot est assez violent à voir. Et Damien Priest ensuite récupère la mallette. Donc, Damien Priest est le senior Money in the Bank parce qu'il veut se faire appeler senior et non Mister. Bref. En commentaire, j'ai noté deux choses. Que, un, on a le bon gagnant. Parce que pour moi, Damien Priest est clairement le meilleur gagnant de ceux qui étaient présents. Alors j'ai pas fait de pronostics parce que comme samedi j'étais à un mariage tout ça, bah pas le temps de faire les pronos. Comme vous savez que j'aime bien les faire le samedi quand j'ai les résultats de SmackDown. Donc voilà, et en plus comme j'étais de mariage, j'étais dans la ville où habite Loana avec Alexis et ma mère. C'est un endroit où le réseau est très lent, donc j'aurais même pas eu le temps de mettre la vidéo en ligne si je l'avais quand même enregistré le matin. Donc voilà, pas de pronostic, mais pour moi, je pourrais peut-être vous mettre une petite capture d'écran d'un commentaire que j'avais mis hier, enfin la veille du show, où je disais que pour moi Damien Priest était le plus logique de gagner le match, parce que c'est le seul qui avait ce qu'il fallait pour affronter un grand champion. Parce que c'est vrai que vous regardez Butch, il est génial, mais pour moi il a pas du tout ce qu'il faut pour cashing sur un gros champion, sur un champion intercontinental, et encore même intercontinental, je trouve que Butch face à Gunther, bah, avec ce personnage-là, il en a beaucoup perdu. Euh, mais voilà, parce que justement, ce commentaire auquel je répondais, c'est quelqu'un qui disait euh, que c'est dommage que bah, le Money in the Bank qui sera forcément cashing sur un titre secondaire, bah, parce que avec la carte qu'on a, bah, on voit mal l'un d'entre eux cashing sur un big guy. C'est là où j'ai répondu. Mais voilà, Butch, pour moi, effectivement, c'est un gars, s'il gagnait, il pouvait pas cashing sur Roman Reigns ou Seth Rollins. Tu prends Shinsuke Nakamura, c'est pareil. Pour moi, Shinsuke Nakamura, je surkiffe son entrée, je surkiffe sa musique.
Bon après c'est un très bon catcheur, mais vu comment il est travaillé actuellement et vu comment il a été travaillé à la WWE en général dans le roster principal, pour moi Nakamura, il a pas ce qu'il faut pour cashing sur Seth Rollins ou Roman Reigns. Santos Escobar, pareil, j'aime beaucoup, j'avais adoré son arrivée avec Legado del Fantasma, le retour de Zelina Vega et tout, j'avais adoré ça, mais pareil pour moi, il a pas ce qu'il faut pour cashing sur euh, Roman Reigns ou Seth Rollins. Ricochet, c'est pareil, Ricochet il est excellent in-ring, mais il manque pas mal de choses quand même pour aller cashing sur un des deux titres principaux. LA Knight, pareil, le mec il a beau être ultra aimé du public, bah à côté de ça, LA Knight, je vais y revenir après, il a clairement pas ce qu'il faut pour cashing sur Roman Reigns ou Seth Rollins, quoi. C'est pas du tout le même, le même niveau. Logan Paul, c'est pareil. Pour moi, Logan Paul, c'est comme Ricochet, sauf que c'est la version heel, hein. Mais le mec, il est effectivement hyper doué in ring. Mais pour moi, il a pas encore ce qu'il faut pour cashing sur un gros champion. Logan Paul, champion des États-Unis, intercontinental, je dis ok, pourquoi pas. Battre Seth Rollins ou, ou Roman Reigns, je le voyais pas du tout faire ça. Ce qui fait qu'il restait que Damien Priest. Et Damien Priest, on l'a vu, en termes de charisme, il est incroyable, au point que des fois t'as même l'impression que bah, finalement Finn Balor c'est pas vraiment lui le boss du Judgment Day, t'as l'impression que tout le monde peut être le boss, à part peut-être Dodo qui, qui a un peu moins de charisme mais qui est quand même très très cool. Mais c'est vrai que t'as l'impression que n'importe qui peut vraiment être le boss. On a vu des matchs qui sont incroyables avec Damian Priest, le match contre Bad Bunny c'était génial. Bref, le mec il a prouvé plein de fois que aujourd'hui, maintenant, il a ce qu'il faut pour aller combattre un Seth Rollins ou un Roman Reigns. Et pour moi, du coup, c'était logique que Damian Priest, en termes de charisme, en termes de in-ring, en termes de ce qu'il dégage, pour moi, c'était logique que ce soit lui qui remporte le Money in the Bank, parce que c'est celui qui a le plus ce qu'il faut pour gagner le Money in the Bank. Bref, donc pour moi, on a le bon gagnant. Et ensuite, j'ai mis que le public réagit bien, à peu près bien à tout, mais surtout à LA Knight, ce que je ne comprends pas. Alors, ça c'est très personnel, hein. J'ai rien contre LA Knight, hein. Je l'avais déjà vu dans un Wargames à l'époque où il était à NXT, j'avais trouvé qu'il faisait le taf. Euh, voilà, et après, bon, j'ai pas vu non plus énormément de choses avec lui, mais de ce que je vois, je me dis, ok, le mec il a pas été incroyable. Dans le Body the Bunk, il a pas fait grand chose. Faut être honnête, hein, il a pas fait grand chose, hein. Il a peut-être fait quelques prises à droite à gauche, il a fait tomber une échelle, mais à part ça, il a quasiment rien fait. Mais le public, il hurle pour lui, alors que, ouais, je sais pas, ben pour moi, enfin, je trouve qu'il dégage pas grand-chose. Alors après, c'est parce que je suis pas fan, forcément, hein. Moi, il y a des gens que je vais trouver qui dégagent un truc, que d'autres vont se dire, bah non, parce qu'ils sont pas fans, donc après, ça compte aussi. Mais je sais pas, pour moi, il dégage pas grand-chose. En in-ring, j'ai toujours trouvé qu'il faisait le taf dans les matchs où je l'ai vu, mais je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Et franchement, ouais, les réactions de la foule, je les comprends pas. C'est très bien pour lui, hein, honnêtement, c'est très bien pour lui, parce que ça fait du bien quand un public est à fond comme toi, enfin derrière toi comme ça. Mais je comprends pas toute cette hype sur LA Knight. Euh, et à côté de ça, en plus, à cause de ça, le public est totalement paumé. Le public est totalement paumé. Ce qui veut dire que si LA Knight il frappe quelqu'un, le public est à fond. Si un face frappe LA Knight, le public va huer le face qui frappe LA Knight, mais ensuite ce même face frappe Logan Paul, du coup la foule va popper pour le mec qui a frappé Logan Paul. Tu dis mais waouh, le public avec LA Knight il comprend plus rien à ce qu'il doit faire. Et en fait le match est assez perturbant pour ça. Parce que le public il sait pas où se placer. Le public est tellement à fond derrière LA Knight que si tu frappes LA Knight, même si t'es le plus grand gentil, bah tu te fais huer. Et si ensuite t'es la même personne, le mec le plus gentil du match, tu vas frapper Logan Paul, d'un coup les mecs ils t'acclament. Ouais, c'est un match très très particulier en termes de supporting du public. Bref, en tout cas j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Parce que voilà, j'ai trouvé que le match était sympa, mais en attendant, il n'y avait pas trop d'histoires qui se racontaient. Après, on a le bon gagnant, donc le bon gagnant, ça fait gagner quelques points, mais en soi, j'ai pas trouvé ce Money in the Bank vraiment extraordinaire. Ensuite, on a le deuxième match, du coup, Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Gonzalez pour les titres par équipe. Alors, ce match, c'est clairement le pire de la soirée. En même temps, il fallait s'y attendre, un match par équipe, avec ces quatre-là, c'était déjà pas hyper bon avant.
bah c'est pas hyper bon aujourd'hui. Ça change pas. Du coup, en petit résumé, j'ai noté quand même Raquel Gonzalez qui lance Liv Morgan comme une arme avec Ring sur Shayna et Ronda. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Profiter d'être une montagne de muscles et d'avoir un partenaire hyper léger pour s'en servir comme une arme, je trouve ça toujours très cool. On a Raquel Gonzalez qui va transformer une soumission au bras dans le coin en grosse powerbomb. Ça, c'était plutôt stylé. Et finalement, on a Shayna Baszler qui va péter un câble pendant que Ronda Rousey fait une soumission sur Liv Morgan, qui va frapper Ronda Rousey, qui va lui faire son étranglement, puis va abandonner Ronda Rousey. Et du coup, Liv Morgan et Raquel Gonzalez vont en profiter pour placer leur finisher. Et en plus, Ronda Rousey vend pas hyper bien celui de Liv Morgan dans les cordes. C'est un peu dommage. Et du coup, nouvelle championne, Liv Morgan et Raquel Gonzalez. Donc voilà, j'ai noté le match 2 sur 5. Franchement, j'ai trouvé ce match pas terrible. Euh, et surtout, il y a une chose qui m'a dérangé. C'est que normalement, quand il y a un match, donc ça c'est ma partie commentaire, quand on fait un match, normalement, t'as les challengers qui rentrent, et ensuite les champions ou les championnes. Et là, il faut entrer Ronda Rousey chez la Baszler en premier. Je me suis dit, ok, pourquoi les champions ils rentrent en premier? Enfin, je veux dire encore, si Liv Morgan c'était une surprise, je me dirais, ok, ok, on fait une surprise, Liv Morgan elle arrive, machin, c'est cool. Mais Liv Morgan avait déjà fait son retour. Donc c'est pas une surprise qu'elle est là. Donc pourquoi les challengers rentrent pas en premier? Alors, à mon avis, ils ont voulu copier la hype de Sami Zayn et Kevin Owens. Et encore, je me souviens même pas si ouais, non, en fait, Kevin Owens et Sami Zayn, quand ils rentrent en deuxième, en fait, c'est parce qu'ils ont les titres, hein. Même avec la grosse hype de Sami Zayn, je sais plus s'ils ont vraiment fait ça, de faire rentrer Sami et Kevin en deuxième avant de remporter les titres à WrestleMania. Ils l'ont peut-être fait, mais en même temps, Sami Zayn, ça marchait. Parce que là, en vrai, Liv Morgan, elle a reçu une bonne pop, mais même LA Knight a reçu une meilleure pop que Liv Morgan. Cody Rhodes a reçu une meilleure pop, Seth Rollins a reçu une meilleure pop. Donc en fait, ils ont tenté un truc avec Liv Morgan qui en soi bah, n'a pas fonctionné. Est-ce que Raquel Gonzalez est rentrée, Liv Morgan est rentrée, forcément le public est content, c'est Liv Morgan, tout le monde l'aime bien, moi aussi je l'aime bien, même si j'aime pas trop ce qu'ils font avec depuis plusieurs mois, bah je l'aime bien. Euh, Après, c'est plus Raquel Gonzalez avec qui j'ai du mal, parce que à NXT j'avais déjà du mal. Ici, j'ai du mal, mais après, moi, je l'ai pas connue en championne. Je l'ai connue quand elle avait fait gagner le Wargames à son équipe, où j'avais pas été non plus hyper fou de son catch. Et après, bon, bah là, dans le roster principal, pour l'instant, ça confirme que je suis pas hyper fan de ce qu'ils font avec. Mais voilà. Et du coup, ce qui me dérange en fait, c'est qu'ils ont fait rentrer Liv Morgan en dernière comme une top star, en mode ouais, ça va créer une super pop et tout. Bon, bah déjà, ça n'a pas eu forcément la pop qu'ils attendaient. Surtout quand tu vois les pop qu'on pu recevoir, comme je disais encore, LA Knight, Seth Rollins. Il y a eu qui d'autre qui a une grosse pop? Cody Rhodes. Même les Usos ont reçu une grosse pop. Voilà, je suis sûr que même Roman Reigns et Solo Sikoa ont peut-être entendu un peu plus de cris que Liv Morgan. Et bon, là j'abuse un petit peu quand même. Mais voilà. Et du coup, ce qui me dérange en plus, c'est que voilà, tu l'emmènes comme une top star. Bon, ok, tu dis ok. Mais le pire, c'est qu'ils font ça, et ensuite Liv Morgan, elle se fait défoncer tout le match. Parce que c'est vraiment ça, le match, Liv Morgan s'est fait casser la gueule tout le match. C'est Raquel Gonzalez qui faisait les saves et tout ça. Bon, c'est quand même Liv Morgan qui fait le pin à la fin. Mais pourquoi? Bah parce que Shayna Baszler a cassé la gueule à Ronda Rousey. C'est tout. Parce que sinon, Liv Morgan, soit elle abandonnait, soit elle passe out comme la dernière fois. Donc, enfin, comme la dernière fois. Il y a eu un match où j'ai des gros souvenirs où elle avait pass out aussi dans une soumission. Mais voilà, je veux dire, Liv Morgan, bah, ça vous sert à quoi de la ramener comme ça, comme une top star, juste pour qu'elle se fasse casser la gueule tout le match? Je veux dire, c'est complètement con. C'est complètement con. Quand vous faites ça avec d'autres catcheurs, vous le faites comme il faut.
Là, Liv Morgan, j'ai pas compris, il te la ramène comme une énorme star. Ensuite, dans l'écriture de match, elle se fait casser la gueule tout le match. Et ensuite, elle fait le pin parce que bah, trahison et que bah, Shayna Baszler est plus impactante dans ses coups et soumission qu'Olive Morgan. Bref. Du coup, ce match pour moi c'était une catastrophe du début à la fin. Il n'y a rien qui allait. Je suis quand même content que Shayna Baszler ait trahi Ronda Rousey parce que je supportais pas de. Enfin, j'aime pas du tout Ronda Rousey. Alors voir Shayna Baszler que j'aime bien en équipe avec elle, ça me faisait chier. Donc je suis content qu'au moins que cette association soit déjà finie. Même si ça veut dire sûrement rivalité, les deux vont s'affronter, nanana. Mais au moins après on passera à autre chose. Et cette association, Shayna Ronda, sera terminée. Je sais que les deux sont très amis dans la vraie vie, mais moi Ronda Rousey, j'arrive pas à la supporter. Ensuite, un petit match où on va aller assez vite, c'est Matt Riddle contre Gunther pour le titre intercontinental. En résumé, j'ai noté que Gunther va beaucoup travailler le pied blessé de Riddle, tandis que Riddle va faire des bons comebacks avec des kicks, des petits coups assez stiffs et tout, c'était plutôt sympa. Mais c'est quand même Gunther qui va l'emporter grâce à une soumission au niveau du pied ou du genou de Riddle qui va tout de suite abandonner et tout. Et ce qui est assez triste dans ce match, c'est qu'en fait, ben, globalement, on va plus retenir l'après-match que le match en lui-même. Alors moi je dis ça parce que, je vous dis tout de suite mon commentaire, c'est pas mon style de match. C'est vrai que je reconnais que des mecs comme Riddle, comme Gunther, Sheamus, tout ça, ce sont des très bons catcheurs, mais ce sont pas des styles de catch que j'aime bien. Voilà, moi, comme vous le savez, ce que j'aime, c'est plus la voltige ou le travail de heal incroyable comme font les Pretty Deadly. Mais à part ça, bah, genre les mecs, voilà, juste en mode costaud, je suis celui qui envoie des grosses droites, des grosses chops et tout, c'est très cool, hein, ils le font très bien, mais c'est pas le divertissement que j'aime dans le catch. Voilà. Mais encore une fois, je ne nie pas leur talent, c'est juste que j'aime pas ça. Et du coup, en après-match, alors que Gunther est en train de célébrer, on a Drew McIntyre qui nous fait enfin son retour. Ce qui en soi est assez logique. On est à Londres, bon, il est écossais, hein, il vient d'un peu plus haut, mais c'est assez logique, hein, Grande-Bretagne, hop, Drew McIntyre qui fait son retour, c'est plutôt cool. Il challenge Gunther pour le titre, enfin, soit oui, ils sont pas vraiment parlés pour le titre, hein. Ils sont un peu trash talk. Drew lui a foutu un coup de boule et le Claymore kick. Il a posé avec la ceinture, donc tu te dis, voilà, il va y avoir une petite rivalité entre Gunther et McIntyre. Ça va être sympa. Le seul truc qui me dérange là-dessus, c'est que ça fait un peu Reddit. Parce que, de mémoire, Gunther, Sheamus et Drew McIntyre s'affrontaient déjà pour le titre. Donc là, on va revoir la même, mais sans Sheamus. Je trouve ça un peu dommage de nous renvoyer Drew McIntyre spécialement dans ce programme-là, alors qu'il a déjà été plus ou moins dans la course au titre intercontinental. Mais bon, on verra ce qu'ils nous font. On verra si Drew est celui qui réussira à voler le titre à Gunther à SummerSlam. Il y a de grandes chances. Il y a une grande chance, hein. On sait que Drew McIntyre voulait re-signer un contrat où il gagnait des titres. Il y a de grandes chances que ce soit lui qui détrône Gunther pour un petit moment. Bref, j'ai noté le match 3 sur 5. Voilà, c'est plus que la moyenne. Encore une fois, c'est pas du tout le genre de match où je prends du plaisir, mais je reconnais que ça reste un bon match. Ensuite, on a eu le quatrième match, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Au début du match, on a Dominic qui va s'amuser à faire courir Cody Rhodes et le frapper ensuite. Va d'abord y faire avec une droite, ensuite avec une claque. Et quand, pas Dominique, mais quand Cody Rhodes va retirer son attelle et montrer que son avant-bras n'est plus blessé, bah du coup Cody Rhodes va juste vouloir abandonner le match. Ça j'ai trouvé ça un peu chiant. Ensuite les deux vont quand même réussir à se battre un peu. C'était plutôt sympa quand on a eu du vrai catch. Dom va notamment envoyer un suicide dive à l'extérieur après une gruge de Rhea Ripley qui profite que l'arbitre a le dos tourné parce que Dodo a voulu retirer une protection du coin de ring. Et du coup, Rhea en avait profité pour s'en prendre à Cody. Au final, on a Cody qui va placer vers la fin un beau Cody Cutter, puis le Crossroads pour la victoire. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et en commentaire, j'ai mis les réactions de Rhea Ripley, elles sont géniales. Je vous prends un exemple que j'ai adoré, par exemple, et c'est arrivé deux trois fois dans le match. C'est qu'à un moment, t'as
Dodo qui attrape Cody Rhodes et qui lui fait une souplexe. Il se relève, il fait une deuxième souplexe et t'as Rhea Ripley qui est toute contente en mode avec la foule, ouais regardez c'est mon poulain machin. Elle a fait pareil sur un tombé et tout. Et au moment où Dominique est censé faire son troisième souplexe, du coup c'est lui qui se retrouve, alors, il reçoit pas une souplexe mais qui se prend une autre prise. Et du coup quand Rhea elle se retourne, elle se rend compte que c'est Dominique qui s'est pris un coup parce que le public a popé. Et du coup, à chaque fois, elle a des réactions en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était trop cool. C'est comme un moment quand il y a le tombé, elle est en mode one, two, et elle est almost three, et puis là elle se retourne parce qu'elle entend pas le 3 et puis elle commence à gueuler sur l'arbitre. Enfin bref, euh, j'aimais beaucoup les réactions de Rhea Ripley dans ce match et c'était trop cool. Et en note, j'ai mis 3 sur 5 parce que effectivement, c'est pas le meilleur match qu'on ait eu. Donc ça a perdu beaucoup de points, hein, notamment avec les parties où Dom cherchait que à s'enfuir. Mais à partir du moment où on a eu vraiment du catch, c'était vraiment génial avec le côté divertissant de Rhea Ripley qui essayait d'encenser la foule pour Dominique. C'était vraiment très divertissant. Donc on va maintenant parler d'un petit moment dont j'ai hésité à parler parce qu'au début je me suis dit ah John Cena il fait son retour, est-ce que c'est pour être juste un chauffeur de salle pour éveiller la foule ou pas? Et finalement c'était plutôt intéressant ce qui s'est passé donc je décide d'en parler. Puisque John Cena n'a pas fait son retour uniquement voilà pour chauffer la salle mais pour mettre en avant Londres en disant voilà vous êtes un super public, ça fait 20 ans qu'on n'est pas venu, je comprends pas pourquoi ça fait 20 ans qu'on n'est pas venu faire un live event à Londres et tout ça, enfin bref, il met énormément la ville en avant et en disant ce qui serait génial, c'est que moi je suis là pour annoncer un truc qui serait très très cool, c'est un WrestleMania à Londres. Et toute la foule forcément est pop, hein. Franchement déjà John Cena qui arrive, la foule a popé comme il n'y a pas, alors là même Liv Morgan à côté, c'était rien quoi. Je me moque un peu de ça, hein, c'est juste que je trouve ridicule ce que la WWE a voulu faire avec Liv Morgan ce soir, hein. Je suis désolé pour elle, mais franchement j'ai trouvé que tout était mauvais dans ce qu'ils ont fait avec elle. Euh, et du coup, John Cena va être interrompu par Grayson Waller. Enfin, Grayson Waller fait un peu autre chose que son talk show, même si du coup, bah, la semaine prochaine à SmackDown, qu'est-ce qu'il fait? Son talk show avec Edge, ouais, putain, et ramener Grayson Waller juste pour faire le journaliste, franchement, valait mieux le laisser à NXT, hein. Parce qu'au moins à NXT, il faisait des perfs de fou dans ses matchs, hein. Moi, à la limite, ça me manque, hein, quand je vois ce qu'ils en font au roster principal. Ça me manque un peu d'avoir Grayson Waller à NXT, hein, parce que franchement, je suis hyper déçu de ce qu'ils font avec lui pour l'instant. Après, si ça nous mène à un match Grayson Waller contre John Cena à SummerSlam ou un autre PLE, on va dire qu'au moins ils se seront bien rattrapés, mais alors là, pour l'instant, c'est vraiment de la merde ce qu'ils font avec. Mais du coup, Grayson Waller, il va l'interrompre et il dit ouais, non, non, mais tu sais, à la période que ça se passe, WrestleMania, ici en Angleterre, bah il pleut, il fait pas très beau, tout ça, alors que WrestleMania c'est censé être un événement joyeux, donc il faut du soleil, il faut des plages, donc moi je propose qu'on fasse un WrestleMania en Australie, on appelle ça WrestleMania Australia. Et il est vraiment en mode, mais je veux faire un talk show, un Grayson Waller Effect avec toi à WrestleMania Australia. Et John Cena est en mode, bah non, moi j'ai envie de faire ça ici en Angleterre. J'ai pas envie de faire un WrestleMania en Australie, tout le monde s'en fout de l'Australie. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais globalement, il fait comprendre que l'Australie à côté de l'Angleterre, on s'en fout. Ce qui est pas cool pour les Australiens quand même. Euh, et du coup, les deux hommes vont en venir aux mains. Voilà, Grayson Waller va pas accepter qu'on lui dise non. Il va agresser John Cena. Il va quand même se prendre un attitude adjustment pour terminer le show. John Cena, il en ressort fort et tout. Et j'aimerais beaucoup que ça mène à un match entre les deux. Soit John Cena, Grayson Waller, ça peut donner un très beau match à SummerSlam ou un autre show. Franchement, ça donnerait un très bon match. Et en tout cas, un truc que j'ai bien aimé, dans le fait de mettre Grayson Waller avec John Cena, c'est que John Cena, c'est limite un super-héros dans le monde du catch. Le mec est ultra aimé et tout. Dès qu'il fait un retour, il est popé comme il n'y a pas. Alors que au moins, Grayson Waller, il est censé être heel, il sait se faire détester, mais comme il fait que des talk shows, où il a peu de présence dans son talk show,
bah du coup les gens n'ont pas vraiment l'occasion de l'aimer, le détester ou quoi que ce soit. Alors que là au moins dans cette promo avec John Cena, et ben il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on le déteste. Et ça, c'est très bien, il a fait son taf. En plus, le public a très bien réagi pour huer Grayson Waller. En même temps, c'est logique, on est en Angleterre et le mec il est là en mode oui, les Anglais vous êtes nuls, l'Australie c'est mieux. Donc effectivement, il a fait ce qui était plutôt simple pour se faire détester. Mais s'il vous plaît, la WWE, foutez-nous Grayson Waller dans un putain de match. Parce que là, Grayson Waller, dans le mode The Bank, il aurait pu faire des trucs de dingue. Enfin, je comprends pas. Alors, si, je comprends parce qu'apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il est blessé. Mais franchement, commencez-le à le foutre dans des rivalités, même si ça doit juste commencer par des promos ou des trucs face à face. Si déjà vous le mettez dans les talk shows où il y a des risques, des fois de baston, des trucs comme ça, c'est que sa blessure doit pas être non plus hyper grave. Donc lancez-lui une rivalité, même si pour l'instant c'est que à travers des promos ou des choses comme ça. Au bout d'un moment, pardon, vous pouvez pas prendre Grayson Waller et juste faire des talk shows avec quoi. C'est pas normal. Ensuite, on a eu le Money in the Bank féminin, donc avec Zelina Vega contre Becky Lynch, contre Trish Stratus, contre Zoe Stark, contre Bailey, contre Io Sky. Et voilà, oui, pour le Money in the Bank. Donc en petit résumé, on a eu quand même des petits trucs sympas. Zoe Stark et Trish Stratus qui vont débuter contre Becky Lynch, plutôt logique. Bailey et Io Sky qui vont s'attaquer à Zelina Vega, plutôt logique aussi. Et Zoe Stark est prête à perdre pour Trish Stratus. Donc on l'a vu qu'au moins, Zoe Stark, elle s'en fiche de gagner la mallette. Tout ce qu'elle veut, c'est que ce soit Trish Stratus qui l'attrape. Ce qui est un peu dommage parce que Zoe Stark pouvait largement récupérer la mallette et puis Trish on s'en fout quoi. Bref. On a Becky Lynch un moment qui a placé son disarmer sur Zoe Stark à travers les barreaux d'une échelle, ça c'était plutôt sympa. On a eu une descente du coude de Bailey sur Becky Lynch depuis une échelle. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, hein, le moonsault de Yoskai depuis le haut d'une échelle sur les autres, on l'avait vu juste avant, hein, voilà. Euh, alors je dis pas que c'est mauvais, hein, mais bon, au bout d'un moment, ne faites pas deux fois le même spot dans une même soirée, hein, c'est un peu con. On a aussi un double crossbody de Zelina Vega, ça c'était plutôt cool. Enfin, quand je dis un double crossbody, c'est qu'elle a fait son crossbody sur deux personnes en même temps, quoi. Zoe Stark va tenter d'attacher Becky Lynch au coin du ring, et là je me suis dit, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que tu dis Becky Lynch, effectivement, c'est la top star, c'est l'une des plus grosses stars de la compagnie, même du monde du catch. Et tu te dis effectivement comment faire pour que Becky Lynch ne gagne pas la mallette. Parce que Becky Lynch, elle peut pas gagner la mallette, elle en a pas besoin. Becky Lynch, hop, elle claque des doigts, c'est bon, elle a un match de championnat, elle a pas besoin de gagner la mallette Money in the Bank pour ça. Mais pourtant, elle a ce côté où tu dis, bah ouais, elle a clairement ce qu'il faut. Une chose que je trouvais dommage en plus, c'est Bailey. Bailey, elle a quand même gagné déjà une fois la mallette, elle est censée avoir l'expérience. On l'a pas du tout senti dans ce match-là qu'elle avait l'expérience du Money in the Bank. Bref, bon, Becky Lynch a déjà participé à des Money in the Bank, mais elle a jamais gagné. Donc en soi, c'est plutôt normal qu'elle ait une sorte de inexpérience ayant jamais réussi à décrocher la mallette. Bref. J'ai noté que Becky Lynch va placer son Man de Slam sur Trish Stratus contre une échelle. C'était plutôt stylé. Zelina Vega va placer le code Red sur Zoe Stark à travers une échelle à l'horizontale. Donc voilà, pareil, spot hein, qu'on a eu quasiment à l'identique plus tôt, sauf que là, sauf que d'un code Red, c'était soit on a eu le splash, le frog splash de Logan Paul et le 450 de, de ricochet, mais globalement c'était même disposition d'échelle et tout, enfin bref c'était... Je trouve ça décevant en fait qu'on ait quasiment le même genre de spot, les mêmes de placement d'échelle et tout, enfin je me dis mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à l'écriture de votre match avant, ou vous en avez écrit un, puis vous avez dit allez hop on va recalquer pas mal de petits trucs sur le deuxième, enfin ça je trouvais ça dommage. Bailey finalement va trahir Io Sky en tentant d'attraper la mallette en poussant l'échelle sur laquelle était Io Sky. Donc ça y est, damage control est enfin fini. Parce que j'en pouvais plus de damage control. Parce que dites-vous que moi, Bailey, c'est ma catcheuse préférée à la WWE. Et me dire, ok, on a Bailey qui est juste hyper mal utilisé. Ce damage control, quand ils sont arrivés, c'était génial, c'était parfait. Mais très rapidement, ils ont fait n'importe quoi avec damage control et ça m'a très vite saoulé.
Du coup, à la fin, on a Becky Lynch et Bayley qui tentent de monter à l'échelle. Et du coup, Io Sky va très bien réagir puisqu'elle va attacher euh, la menotte de Becky Lynch à Bayley, ce qui fait que les deux sont bloqués dans l'échelle. Enfin, au niveau de l'échelle, c'est-à-dire que les deux sont en train de monter et les deux ont le bras attaché à l'intérieur de l'échelle. Ce qui fait qu'elles peuvent ni monter ni descendre, puisque bah, même si elles se cassaient le bras, de toute façon, ça changerait rien. Donc en fait, elles sont bloquées au niveau de l'échelle, et du coup, Io Sky, elle en profite en marchant sur Bailey pour monter au sommet de l'échelle et récupérer la mallette Money in the Bank. En commentaire, on peut noter que Samantha Irvine, qui fait les annonces, a fait une petite erreur. Voilà, petit botch au micro, puisqu'elle va annoncer Bailey comme faisant partie du Judgment Day. Celle-là, on le savait pas. Voilà, l'annonce Bailey, membre du Judgment Day au lieu de Damage Control. Et j'ai à nouveau mis qu'on avait la bonne gagnante, parce que pour moi, Io Sky, c'était la meilleure gagnante. Zelina Vega, vu comment il utilisait la LWO et tout, bon, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne la mallette. Becky Lynch, il y avait des chances qu'elle puisse gagner la mallette, mais je me suis dit, Becky Lynch, elle a pas besoin de ça. Becky Lynch, c'est comme Ronda Rousey, c'est comme Charlotte Flair, elle a juste à claquer des doigts et puis c'est bon, elle a son match de championnat. Donc Becky Lynch, pour moi, elle avait pas besoin de gagner ça, comme elle a pas besoin de gagner un Royal Rumble ou tout ça. Trish Stratus, pour moi, même si elle est aidée de Zoe Stark, pour moi, les deux ne pouvaient pas gagner la mallette, ce qui laissait que Bailey et Io Shirai, enfin Io Sky. Et pour moi, Bailey, je la voyais pas gagner, pas cette année. En plus, Bailey a déjà gagné une fois la mallette, donc en soi, qu'elle la gagne pas là, c'est pas hyper grave. Que Io Sky la remporte, ça je trouve ça plutôt cool. Bon, après, est-ce que Io Sky partira sur Asuka ou sur Rhea Ripley, on verra, mais pour moi, c'était le meilleur choix. Celle qui méritait le plus, pas qui méritait le plus de gagner, mais qui du moins avait le meilleur profil de gagnante dans ce match, selon moi. Donc j'ai noté le match 3 sur 5, parce que le match, je l'ai pas trouvé dingue. Voilà, j'ai trouvé plutôt moyen, mais on a une bonne gagnante. Enfin, du moins, on a la gagnante que moi j'espérais le plus. Donc, bah voilà, je mets 3 sur 5 parce que voilà, c'était pas non plus excellent. Ensuite, on a Finn Balor contre Seth freaking Rollins pour le titre World Heavyweight. En résumé, j'ai noté que Finn Balor n'hésite pas à frapper Seth Rollins à sa blessure et à travailler la blessure. Ça, c'est très bien. J'aime bien quand les catcheurs, comme l'a fait Gunther également plus tôt, travaillent les blessures de leurs adversaires. C'est hyper intelligent et je trouve ça très cool. Surtout que ce ne sont pas des vraies blessures. Voilà, c'est faisable. On a Seth Rollins qui fait un rappel du passé avec sa powerbomb dans le coin du ring, même si j'ai revu la vidéo où il a blessé Finn Balor, où techniquement ça s'était fait contre la barricade à l'extérieur du ring. Et effectivement, on voit comment il le lance, qu'effectivement, c'est pas étonnant que, que Finn Balor se soit blessé à ce moment-là. Et du coup, là, il le refait le coup dans le coin du ring. C'était plutôt logique. Seth Rollins, il va contrer un coup de pied retourné en pedigree. Ça, c'était très très cool. On a Damian Priest qui va arriver avec sa molette Money in the Bank. Et là, on se dit, est-ce qu'il va cash in ce soir ou pas? Bonne question. Il finit par s'asseoir aux abords du ring alors que Seth Rollins vient faire une sorte de face-off. Et finalement, Balor va placer son coup de grâce depuis la table de commentateur, puis avec de l'élan grâce aux escaliers. Ça, c'était vraiment très cool comme moment. Et alors que Finn Balor est prêt à placer son coup de grâce depuis la troisième corde, on a Damian Priest qui va se relever d'un coup et qui va distraire Finn Balor, ce qui fait qu'il va rater son coup de grâce, il va recevoir le stomp, et Seth Rollins va conserver son titre pour le titre enfin pour sa ceinture World Heavyweight. Bref, j'ai noté le show, enfin le match 3,5 sur 5 parce que le match était sympa. J'ai trouvé la fin un peu dommage. Voilà, Finn Balor, Seth Rollins, ça se termine sur une distraction. Je trouve ça un peu dommage. En plus, le match aurait pu être un peu plus long, un peu mieux. Quand on voit par exemple le match du main event qui a eu beaucoup de longueur. Tu te dis, ils auraient pu raccourcir un peu le main event et agrandir un peu plus ce match-là pour qu'il soit encore plus cool. Mais bon, 3,5 sur 5, c'est déjà pas mal.
Et en plus, ce qui fait qu'on se pose beaucoup de questions sur Damien Priest. Parce que Damien Priest, on se questionne sur qui va caching la mallette. Parce que lui-même, il l'a dit en interview. Il a dit, moi, ma mallette, je vais la caching sur le titre intercontinental ou sur le titre des États-Unis. Pourquoi pas sur le titre World Heavyweight ou pourquoi pas sur le titre unifié. Bref, il a clairement dit que sa mallette, il pouvait l'utiliser contre n'importe qui. Là, il est venu dans le match de Seth Rollins, donc est-ce qu'il va le faire contre Seth Rollins ou est-ce qu'il va cashing sur quelqu'un d'autre? Et comme je l'avais dit en début de vidéo, pour moi, Damien Priest c'est celui qui devait gagner parce que personne d'autre, pour moi, n'était crédible à venir comme ça, comme il l'a fait aux abords du ring pour menacer Seth Rollins. Pour moi, personne d'autre que Damien Priest était capable, avait le charisme, avait tout ce qu'il fallait pour faire ce qu'il a fait. Même si en soi il n'a pas fait grand chose, hein, mais pour moi personne d'autre ne pouvait avoir cette place là. Euh, et également on se pose des questions sur le Judgment Day. Est-ce que Damian Priest plus tard en interview il va expliquer que voilà il l'a pas fait pour trahir Finn Balor, mais est-ce que quand même parce qu'à la fin du match les deux sont quand même en train de s'engueuler et tout, donc est-ce que Damian Priest commence à trahir le Judgment Day ou est-ce que c'est un avertissement en mode si tu gagnes la ceinture fais attention, même si on est potes j'ai la mallette. Hmm. Et en tout cas il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Damian Priest et c'est plutôt intéressant. Et on en arrive du coup au main event, donc les Usos contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc il y a eu pas mal de petites choses sympas. J'ai mis dans le résumé Solo Sikoa qui laisse rentrer Roman Reigns en grande conviction. Et à plusieurs reprises on s'est demandé si Roman Reigns, pas Roman Reigns, mais si Solo Sikoa allait trahir Roman Reigns. Ce qui ne se fera jamais, mais des fois on se pose quand même la question, quoi. On a Solo Sikoa qui va placer le coup de fesse sur Jimmy Uso avant de le recevoir un peu plus tard par Jey Uso, c'était plutôt marrant. Jey va enchaîner les dives sur Roman Reigns et Solo Sikoa, chacun d'un côté du ring, jusqu'à se faire surprendre par un Superman Punch. Voilà, puis ils vont recevoir un second dans le ring, mais il reçoit un double spear. Enfin bref, du coup, pour mieux expliquer, Roman Reigns, il envoie un second euh, Superman Punch à Jey Uso, sauf qu'au moment où il fait son cri là, pour le spear, du coup, bah, Jey il se relève grâce à Jimmy et les deux envoient un double spear sur Roman Reigns. Voilà. Ensuite, on a Jimmy Uso qui va contrer le spear en deux super kicks à la suite, mais Roman Reigns va contrer le Uso Splash en guillotine. Et il va faire d'abord une première guillotine dont va se relever Jimmy. Et ensuite, en voulant en faire une deuxième, euh, Jimmy va pousser Roman Reigns qui va du coup faire le fameux ref bump de l'arbitre, hein, qui va être projeté à l'extérieur du ring à cause de la guillotine. Et les Usos vont donc placer le 1D sur Roman Reigns, mais l'arbitre, euh, comme il n'y a plus d'arbitre, il n'y a pas de compter, le public compte jusqu'à 7 ou 8, hein. Et à ce moment-là, tu dis, ah, Roman Reigns, il va gagner. Bah oui, parce que le ref bump de l'arbitre, avec ensuite le coup du public qui compte jusqu'à 7, 8, 9, 10 même, et que finalement l'arbitre est pas là, à chaque fois qu'il y a ce moment-là, Roman Reigns il gagne à la fin. Et là tu dis, ok, à partir de ce moment-là, c'est fini, Roman Reigns il a gagné, les Usos vont jamais y arriver. Et au final, un peu plus tard, Solo Sikoa va en profiter que l'arbitre soit pas là pour... Oh, pardon. Pour envoyer le Samoan Spike sur Jimmy Uso. Ensuite, ils vont envoyer le Samoan Spike et Roman Reigns va envoyer le Spear au même moment sur Jey Uso. Et Roman Reigns va tenter un tomber sur les deux Usos en même temps, comme il avait fait à WrestleMania en gagnant contre Edge et Daniel Bryan. Mais cette fois, les Usos vont se relever. Et là, Roman Reigns il va être ultra perturbé parce qu'il pensait reproduire exactement la même scène. Et non, il va le perturber. À ce moment-là, on se rend compte que Solo Sikoa, est-ce qu'il va le frapper ou pas? Parce que Reigns s'est perturbé, affaibli. Et finalement, non, Solo Sikoa, il lui remonte le moral en attaquant ses frères. Solo va même envoyer son splash à travers la table des commentateurs sur Jey Uso, enfin pas sur Jey, sur Jimmy, mais ce dernier esquive au dernier moment. Donc Solo Sikoa est hors service. Et ensuite, on a Jey et Reigns. Hein.
Ah oui, du coup, en gros, Jay va envoyer un kick sur Roman Reigns, qui va revenir en Superman Punch, ensuite qui va envoyer son spear, et... Non, d'abord Superman Punch, du coup, Jey Uso revient en super kick, il se prend le spear, Jey Uso, en se dégageant, il va exploser les parties de Roman Reigns, et je me souviens que Roman Reigns avait fait ce même coup à quelqu'un, mais je sais plus c'est qui. Un moment où en voulant se dégager du tombé, il avait explosé les balls de quelqu'un, je sais plus c'est qui. Mais pareil, c'est une petite redite, un ancien match. Au final, les Usos vont en profiter pour enchaîner les kicks, avec notamment le double kick. Et ensuite, on aura le Uso Splash de Jey Uso pour la victoire. Et oui, les Usos ont vaincu Roman Reigns et Solo Sikoa. Commentaire long à débuter. Le match, je sais pas combien de temps il dure, mais le début est très 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 long. Sur le début, je me suis beaucoup ennuyé. Voilà. Et on peut noter aussi premier tombé sur Roman Reigns depuis 4 ans. Presque 4 ans. Voilà, ça fait. Sur Instagram, ils ont mis un truc, ça fait plus de 1200 jours que quelqu'un n'avait pas fait le tombé sur Roman Reigns. C'est incroyable. Et du coup, bah, c'est Jey Uso, le main event, Jey Uso qui l'a fait. Et en note, j'ai mis 4 sur 5. Parce que effectivement, je suis d'accord avec pas mal de gens sur internet, en termes de in-ring, c'était pas non plus incroyable. Roman Reigns a fait des performances beaucoup mieux que ça. Les Usos ont fait des performances beaucoup mieux que ça. Solo Sikoa, j'ai pas vu énormément de matchs avec lui, mais je pense qu'il a dû faire mieux que ça. Mais ce qui sauve beaucoup le match, c'est le storytelling. Le storytelling, il est incroyable. Le match, il est incroyable. On a des Reddit, des petits souvenirs d'anciens matchs. Ça, c'est vraiment très cool. Et en plus, eh ben, comment dire, euh, on a ce côté où on nous fait croire que les Usos ne peuvent pas gagner. Quand on a le ref bump de l'arbitre, on se dit ok, c'est fini. Dès qu'il y a le ref bump de l'arbitre, Roman Reigns il gagne juste après. Donc ça y est, c'est terminé. Les Usos ils ont perdu et au final ils gagnent quand même. Donc c'est vraiment très cool. Franchement, c'est très cool. Les Usos avaient prévenu qu'ils feraient le tomber sur Roman Reigns. Ils l'ont fait. Donc voilà. En termes de storytelling, c'était incroyable. En termes de in-ring, un petit peu moins. Mais pour moi, ça mérite son 4 sur 5. Voilà. Donc on va conclure la vidéo là avec un Money in the Bank sous le signe de la trahison ou semi-trahison, hein. On a quand même Shayna Baszler qui trahit Ronda Rousey, Bailey qui trahit Asuka qui du coup bah, va en profiter pour elle-même trahir Bailey, hein. En mode tu m'as trahi, bah vas-y, hein, je te trahis ensuite en retour, ça sert plus à rien de rester fidèle. Et Damien Priest, on peut se poser des questions, hein. Est-ce qu'il a vraiment voulu trahir Finn Balor ou pas, à voir dans les semaines qui suivent. Et sinon, voilà, le show de manière générale, je l'ai trouvé assez moyen. On a quand même eu des beaux matchs, mais pour moi, ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. C'était voilà, c'était en dessous de ce que j'attendais. Bref. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.